Hilaire, vous êtes le CIO de CoreWave. On va décrire CoreWave parce que c'est très intéressant. Et Bruno Bonnel, on vous a reçu hier, mais on ne s'en lasse pas. France 2030, vous êtes le secrétaire général pour l'investissement. Ben, c'est de ça qu'on va parler. On va parler de cet investissement. Ce matin, c'était très intéressant parce on s'est vraiment attardé sur la problématique du temps long, temps court. Et comment est-ce qu'on faisait pour à la fois être dans la transition, être dans le temps long que peut demander l'industrie, et au même moment le temps court de la compétitivité. Et vous êtes tous les deux, notamment grâce à France 2030 notamment, dans cette réflexion. Et je voudrais vraiment qu'on en parle. Comment est-ce qu'on va aller chercher les startups pour passer, j'ai envie de dire, l'étape industrielle? Louis de Hilaire, est-ce que vous pouvez me décrire d'abord CoreWave et répondre après à ma question? Oui, donc CoreWave développe et fabrique des pompes cardiaques de nouvelle génération. C'est un des dispositifs les plus complexes, des dispositifs médicaux les plus complexes qui existent. Et c'est donc, on fabrique ces pompes cardiaques qui ont vocation à maintenir en vie des patients en insuffisance cardiaque, qui est une maladie mortelle qui touche plus de 64 millions de personnes de par le monde. C'est fou. C'est un peu un cœur artificiel, non? En quelque sorte, mais on laisse le cœur en place, c'est tout l'intérêt. Donc certains patients peuvent récupérer une fonction de leur cœur. Il y a donc plein d'avantages à avoir le cœur qu'on garde, puisque la plupart de ces patients n'ont qu'un de leurs deux ventricules qui dysfonctionne. Donc on peut garder en place le cœur et toutes ces structures. Ouais, ça t'intéresse. Et alors sur ma question sur le passage à l'étape industrielle pour une start-up, l'aider justement à grandir, à croître. Oui, donc nous, c'est vraiment dans notre ADN, puisque la société a été créée donc en 2012, donc le temps long, vous en parlez. Et dès le départ, c'était une start-up à vocation industrielle, sans être vraiment industrielle, puisqu'on n'avait pas d'outils industriels. Et là, on a inauguré notre usine à l'automne dernier. Alors pourquoi est-ce qu'on a monté une usine? Il y a vraiment trois raisons qui nous ont poussé à faire ça. La première, c'est que avant de rentrer dans les prochaines phases, il faut être absolument sûr de ce qu'on fait. Parce que si vous êtes vous implantez un dispositif sur un patient, on parle d'un dispositif qui maintient la personne en vie. Donc la défaillance peut entraîner le décès du patient. Donc on a besoin d'un niveau de qualité que seule l'industrie permet d'atteindre. De toujours fabriquer tout le temps la même pompe avec le même niveau de performance. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a une grosse attente du marché sur ce dispositif. On a reçu des lettres d'intention de centres qui représentent plus de 30% du marché européen. Donc vraiment dans toutes les capitales, le dispositif est attendu. Donc il faut être prêt à passer à l'échelle. Et le troisième point, c'est que c'est particulièrement rentable d'être une start-up industrielle. C'est-à-dire quand vous montez votre usine, vous êtes capable de capter de la valeur. Et je dis ça pas simplement, j'ai pas de boule de cristal pour CoreWave. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que dans les 10 plus grosses sorties de la tech française, si on regarde les 15 dernières années, vous avez deux sociétés medtech qui avaient tous les deux qui étaient des start-up à usine. Et c'est des sorties qui se sont faites à plusieurs centaines de millions d'euros, voire même plus d'1 milliard de dollars pour l'une de ces deux sociétés. Donc c'est vraiment ces usines qui ont permis de passer à l'échelle et d'aller... Objectif licorne. Alors, je ne sais pas si la licorne est le bon métrique. En tout cas, pour les investisseurs, ces sociétés-là ont rapporté beaucoup d'argent parce que justement, elles ont été capables de passer à l'échelle et atteindre des valorisations très élevées aux alentours du milliard de dollars. Nous, notre objectif, c'est vraiment d'assister un maximum de patients. Et derrière, ça voudra dire du chiffre d'affaires. Et donc derrière, on l'espère, quelque chose de rentable pour nos investisseurs. Non, alors, pour demander aussi l'avis de Bruno, avant ça, je voudrais savoir comment on le fait. Comment on passe? Que là, vous nous parlez d'un processus qui a l'air assez simple dans vos mots. Même moi, je peux le comprendre. Mais comment ça se fait? J'imagine que ça ne doit pas être facile. Comment on passe les étapes? Alors oui, c'est très difficile. Donc je le disais tout à l'heure en introduction, les pompes cardiaques, en moyenne, c'est une décennie de R&D. Donc il faut se hâter avec patience, parce que même si on va très vite, on est agile, les étapes sont longues et ça fait partie de ce procédé-là. On est en réalité plus proche de l'industrie aérospatiale. Et d'ailleurs, la première pompe cardiaque qui a vraiment révolutionné ce domaine-là a été développée par les ingénieurs qui ont travaillé sur le programme Apollo, donc qui ont littéralement envoyé les premiers hommes sur la Lune. Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, le passage industriel, effectivement, c'est tout un changement de paradigme pour la société, puisqu'on passe d'une société de R&D à une société industrielle. Donc ça nécessite d'avoir des équipes dédiées et différentes, parce que l'industrie, c'est un métier. Ça nécessite d'avoir un site spécifique. Donc nous, on a fait le choix d'avoir notre usine au même endroit que la R&D. C'est pour ça qu'on s'est notamment implanté en ville. Et enfin, c'est tout un état d'esprit que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire de pouvoir fabriquer toujours avec la même chose, avec le même niveau de qualité, et tout ça en équipe. Donc ça est fondamental. Et ça ne doit pas être très simple, ça demande certainement de grands financements, justement. Parlons-en. France 2030, quand on a des beaux parcours comme ça, Bruno.
D'abord, on les admire. Deuxièmement, on les respecte. Parce que la start-up industrielle, c'est comme si on décidait de monter l'Everest en tongs et à main nue. Hein, c'est à peu près ça la difficulté. C'est-à-dire qu'en fait, la start-up industrielle, c'est probablement une des mécaniques humaines et financières la plus complexe. Quand en plus elle sauve des vies et qu'elle a besoin d'avoir une précision à 100% pour éviter les drames humains, c'est encore plus compliqué. Quand on fait un drone, à la limite, il peut tomber. Quand on fait un cœur, il ne peut pas tomber. Alors, c'est pour ça que le financement n'est pas que la seule solution. C'est pas juste... On a parlé des étapes. Tiens, j'ai du blé, il n'y a pas de problème, je vais y aller. Je pense que les étapes, elles ont été très bien résumées par Louis, c'est ce passage très complexe du prototype au projet et du projet au produit. Et ça, c'est très compliqué. Et le besoin, il est à plusieurs niveaux. Il y a d'abord un besoin d'accepter que des gens qui ont fait le début du chemin feront peut-être pas la suite. Et donc de remise en question en termes humains à l'intérieur même de l'entreprise, parce que quand on arrive, et ça c'est l'expérience qu'il a prouvé à travers tous les supports qu'on a fait au niveau de France 2030, souvent des gens qui en sont assez géniaux pour arriver au prototype n'ont pas les clés pour passer au produit. Et ça passe aussi par des collaborations souvent, alors je ne sais pas si ça a été le cas pour CoreWave, mais des collaborations avec des gens qui justement ne sont pas forcément les plus innovateurs, mais sont des très forts dans l'industrialisation. Et je crois que c'est là que notre pays a une fenêtre de tir. Parce qu'on a tellement finalement désindustrialisé qu'on a plein de gens qui avaient des compétences industrielles, qui ont envie de revenir dans le jeu, qui ne sont pas forcément totalement dans l'innovation, mais qui peuvent arriver au bon moment pour ces startups. Par exemple, vous savez, moi j'ai fait de l'automobile, mais je comprends votre truc, et l'automobile, c'était aussi 0% d'erreur. En tout cas, c'est minimal comme erreur. Donc, on est capable d'amener des technologies. On voit aussi un phénomène de grand frère, petit frère qui marche pas mal. C'est-à-dire que des grands groupes, je citerai Michelin, Schneider, L'Oréal, Danone, épaulent des startups dans leur industrialisation. Pas pour les bouffer, pas pour les absorber, mais parce qu'elles vont avoir besoin de leur innovation eux-mêmes. Donc, ils ont absolument besoin qu'elles arrivent à un bon niveau de technologie. Donc, vous voyez, donc c'est pas l'équation juste de financement, c'est aussi beaucoup de... On pourrait presque dire de matchmaking, c'est-à-dire de faire rencontrer des gens. Un salon comme ça, c'est important. Ça peut être des initiatives comme celle que prend très souvent la BPI quand ils font rencontrer également des gens. Nous-mêmes, on a des projets de faire du matchmaking sur les lauréats France 2030, mais faire rencontrer des gens à différentes étapes de l'évolution d'un projet, de la recherche et développement jusqu'au produit. Oui, non, alors, donc on a vu ces étapes, mais comment on passe de start-up à start-up industrielle? On garde la flexibilité, l'état d'esprit start-up. Ça peut vous rebuter de perdre cette âme? Non, je pense qu'on ne perd pas l'âme, parce que l'âme, c'est la mission. C'est-à-dire que nous, en tant que société, notre mission, c'est d'aider les professionnels de santé à sauver des patients en insuffisance cardiaque et leur offrir une vie pleinement active. Ça, la mission, elle reste là. Par ailleurs, on conserve des méthodes de travail qu'on peut trouver dans des startups du logiciel, donc ce qu'on appelle les méthodes agiles, le Scrum, etc. Et là-dessus, on met une couche de méthodes de gestion qui est plus propre à des grands projets industriels. Donc, qui vont être la gestion de ce qu'on appelle le Project Management Office, avec un tas de suivi des différents projets qui sont gérés vraiment comme un projet comme vous auriez dans le nucléaire ou autre. Donc ça, c'est clé d'avoir cette hybridation qui se passe. Et puis, Bruno l'a très bien dit, on s'appuie sur des industriels existants. Et en l'occurrence, en ce qui concerne CoreWave, on a des sous-traitants qui sont essentiellement en France, qui sont des acteurs qui ont survécu, en l'occurrence à la désindustrialisation, et même quand même certains ont réussi à prospérer en se positionnant sur certains marchés, et notamment des marchés de systèmes embarqués critiques. Donc on pense à l'aérospatial, on pense à l'aéronautique, mais aussi l'automobile par quelques aspects. Donc ils ont su développer des compétences de précision, un outil industriel, un savoir-faire qui nous est très précieux, sans lequel on ne pourrait pas faire nos développements, en tout cas pas en France. Et enfin, c'est aussi amener dans la société des personnes qui connaissent l'industrialisation. Parce que l'industrialisation, soyons clairs, c'est nous qui la menons. Donc on a nos propres usines, nos propres équipes. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait venir des gens de l'étranger. En l'occurrence, notre directeur industriel est australien, s'est installé en France. C'est sa 3e usine de pompe cardiaque. Oh. Sa précédente société a été rachetée 1,1 milliard et ça a été un des grands succès. L'usine était basée littéralement en Floride.
Et donc, faire venir ces compétences en France, c'est possible parce qu'on a un pays fantastique. Vous êtes hyper attractif quand vous êtes la France. Je veux dire, tout le monde rêve de Paris, surtout les anglo-saxons. Donc, c'est pas simplement d'avoir une belle technologie, c'est aussi vous êtes un pays, on est un pays avec un savoir-vivre et un savoir-être qui est envié dans le monde entier. Oui, mais ils connaissent Paris pour sa baguette. Ils ne connaissent pas forcément pour ses technologies, et notamment en matière Alors, cardiaque. en l'occurrence, dans notre domaine, oui, ils connaissent Corel parce qu'on est connu, parce qu'on Voilà. va dans tous ces congrès scientifiques et la société est vraiment identifiée comme la prochaine technologie qui peut vraiment changer la donne. Ouais. Et donc là, ça fait un cocktail assez intéressant. Et je dirais, par ailleurs, c'est qu'en France, maintenant, on a la chance d'avoir des soutiens financiers qui sont beaucoup plus importants, alors qui viennent d'une part de BPI France, le SGPI, mais aussi au niveau européen avec le Conseil européen de l'innovation. Et on a tout un écosystème d'investisseurs privés qui s'est développé. C'est-à-dire que quand on regarde CoreWave, non seulement ces investisseurs privés français sont importants, mais ils ont été critiques pour amener en France des investisseurs étrangers. Donc nous, notre capital, on a des Danois, on a des Belges, on a des Asiatiques. Et la présence d'investisseurs de renom et qui sont mondialement reconnus est très importante. Et ces investisseurs sont français, parce qu'ils ont financé des très très belles histoires en France et ailleurs. Mais alors, quand on a des initiatives comme France 2030, vous dites, justement, il faut encourager notamment ce dialogue, cette transversalité entre sociétés qui ne sont pas forcément du même secteur, ce que disait Bruno. Oui, complètement. Je pense qu'il y a notamment des initiatives sur la problématique des startups industrielles, la question que vous évoquiez, c'est-à-dire comment vous faites pour ne pas perdre votre âme. Il y a notamment une association qui s'est montée récemment qui s'appelle Start Industrie, où la vocation est de réunir toutes les startups industrielles et faire des clubs métiers thématiques pour voir comment on gère les ressources humaines quand on est une startup industrielle, etc., etc. Donc ça, c'est effectivement des choses alors, qui sont peut-être un peu plus connues dans le domaine de la medtech, parce que je le disais tout à l'heure, il y a déjà 2 sociétés françaises qui sont parmi les plus grandes sorties dans les 15 dernières années. Les premières sociétés medtech industrielles, ça se monte dans les années 80, à peu près au même moment où Bruno monte Infogrames. On peut imaginer à l'époque, parce qu'il est bien connu, il n'y avait carrément pas d'écosystème, et en plus dans la medtech c'était peut-être encore plus difficile. Mais maintenant, l'écosystème a vraiment beaucoup grandi grâce à ces pionniers des années 80 qui ont apporté cet objet un petit peu ovni qui était la start-up en France et qui ont eu des retentissants succès comme Infogrames. Moi, je peux témoigner, j'ai adolescent, joué à Verali, Bruno a dû me faire perdre beaucoup d'heures derrière ma PlayStation, mais ça me faisait rêver. Moi, je voyais Infogrames, je voyais une boîte française parmi des géants qui sont plutôt américains, plutôt japonais. C'est possible. Ça fait partie des petites étincelles qui ont été critiques pour des vocations. Et je ne suis pas seul dans ma génération, je pense, à avoir un peu un côté fétichiste sur le tatou. Voilà, le tatou. C'est ça aussi, France 2030, c'est attirer les jeunes qui aiment tous ces jeux vidéo pour leur dire d'aller dans l'entreprise, pour renforcer cet écosystème dont parle Louis. France 2030, c'est surtout un message très concret, puisqu'il est financier, d'arrêter d'être résigné. Et qu'on a pendant trop longtemps décidé de baisser les bras. Quand on voit l'exemple de CoreWave, mais on en a 3700 aujourd'hui qu'on a aidé avec près de 31 milliards qui ont été engagés par l'État. On voit bien qu'il y a une dynamique en France sur le plan de l'industriel qui est une réalité. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je voudrais rebondir sur votre question sur comment on fait pour garder l'esprit d'agilité. C'est Picasso qui disait tous les enfants sont des grands artistes. La problématique, c'est de le rester quand on grandit. C'est un petit peu la même chose. On a une dynamique dans l'entreprise qui est un état d'esprit. On voit aujourd'hui que cet état d'esprit se développe avec la volonté justement de sens, de changer le monde. Et en fait, l'industrie devrait se mettre au service de ça. On a beaucoup dit, l'industrie, c'est le toujours plus. Alors, en réaction, on a la décroissance qui nous dit non, c'est le encore moins. La réalité, c'est le beaucoup mieux. Et c'est cette clé qu'il faut trouver. C'est-à-dire qu'il faut chercher à améliorer notre quotidien, que ça soit au niveau de la santé, que ça soit au niveau, dans les domaines qui m'intéressent, du quantique, de l'exploration spatiale, l'exploration sous-marine, la robotique. L'important, c'est d'aller vers le mieux. Et si on a comme ça, comme axe, le mieux, on reste un grand enfant de Picasso et on reste finalement un artiste de l'entreprise qui est important.